Du sujet numéro un et qui va être un sujet très épineux avec le Ballon d'Or. On a eu ce Ballon d'Or la semaine dernière, ce lundi, avec la victoire méritée de Karim Benzema qui est le nouveau Ballon d'Or 2022 et un nouveau Français qui a ce Ballon d'Or. Voilà, la France encore une fois est au centre du monde et au toit du monde avec cette récompense au Ballon d'Or. On pourra aussi parler des trophées un peu plus moins huppés avec le Golden Boy, avec le trophée Yashin, avec les places au classement du Ballon d'Or. On va devoir en parler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment sur une certaine personne qu'on en parlera un petit peu plus tard, qu'on va faire cette chronique-là par rapport à Monsieur Thibaut Courtois. Et donc je vais commencer avec toi, Fergus. Est-ce que pour toi, Benzema, c'est le plus beau Ballon d'Or du XXIe siècle? Le plus beau, c'est un grand mot. Celui avec lequel il y a le plus d'écart avec son adversaire, oui. Lequel, en tout cas, pour moi, c'est le plus mérité, oui. Le plus beau, c'est compliqué. Il y a quand même eu des gros ballons d'or au XXIe siècle. Je ne vais pas citer tous les noms, mais avec la Coupe du Monde de R9 en 2002, je suis désolé, mais il a matraqué la Coupe du Monde et il a mis tout le monde à ses pieds. Donc voilà, mais il fait partie d'un beau top 3, top 4 des plus beaux ballons d'or et surtout sur la carrière, sur ce qu'il a fait, sur l'aboutissement et sur tout ce qu'il a montré durant sa compétition phare qui est maintenant avec des champions et il a réussi à se débrouiller sans Cristiano Ronaldo. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître et respecter. Et j'espère que c'est pas le dernier. Il y a une Coupe du Monde qui nous attend et peut-être qu'il y a d'autres surprises qui pourront arriver dans les prochains mois. Ce que vous en pensez, Paul et Erwin, de ce Ballon d'Or par rapport à Benzema? Est-ce que c'est le plus mérité quand on peut penser par exemple à un Messi en 2009, à un Messi en 2015, à un CR7 en 2007, son tout premier Ballon d'Or en 2008, pardon? Est-ce que c'est de ce qu'on a vu avec la saison de Karim Benzema, ce qu'il a fait avec le Real Madrid, est-ce que c'est peut-être le plus beau du XXIe siècle? Moi, je suis d'avis que oui. Dans la mesure où déjà il y a l'âge aussi, il a 34 ans, c'est le deuxième plus vieux ballon d'or de l'histoire, par son passé aussi, parce c'est un joueur qui a été beaucoup dans l'ombre effectivement de Ronaldo par exemple ou d'autres joueurs. Aujourd'hui, c'est la consécration, à 34 ans, nous sortir une saison comme il nous a sorti, porter quasiment à lui seul le Real Madrid jusqu'à un 14e sacre en Ligue des Champions. Voilà, pour moi, je pense que c'est le plus beau, de par le contexte, son âge, etc. Et puis, il a fait l'unanimité, je crois que c'est le ballon d'or le plus... Il y a eu un record sur les nombres de votes, l'écart qu'il y a eu entre tous les votants. C'est ça. Les journalistes qui ont voté pour lui, on va dire que le pourcentage, c'est peut-être un record qu'on a vu. Ouais, c'est plus de 85%, donc, où il a vraiment fait l'unanimité. Voilà, donc je pense que pour moi, c'est le plus beau. Effectivement, il doit y en avoir d'autres qui sont tout aussi beaux, mais voilà, encore une fois, de par le contexte, c'est l'âge. J'insiste sur l'âge. 34 ans, t'as beaucoup de joueurs qu'on considérait comme finis, etc. Lui, il nous sort la saison de sa vie à 34 ans. Donc moi, peut-être pas la dernière, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Donc pour moi, c'est le plus beau, en tout cas. Erwin, t'as Raoul qui nous dit que le plus mérité pour moi c'est Messi 2015. Par rapport à ce qu'il dit, est-ce que tu penses que celui de Ballon d'Or, est-ce que c'est vraiment le plus grand de ce siècle aujourd'hui, ou est-ce que tu dis qu'il y a vraiment d'autres joueurs comme l'a dit Fergus avec Ronaldo en 2002 où vraiment il a explosé la Coupe du Monde, ou vraiment tu te dis que vraiment Benzema sur ce qu'il a fait cette saison-là, on n'aura pas mieux? Il faut déjà prendre en contexte, il y avait qui comme concurrent vraiment à Benzema cette année? Sincèrement, parce que honnêtement, au vu de la saison qu'il fait, je crois même que dès que le championnat s'était terminé à ce moment-là, je ne voyais pas vraiment qui pouvait concurrencer Benzema. On parlait de Lewandowski, on parlait de Mané par exemple parce qu'il avait remporté la CAN. Mais en dehors de ça, je ne vois pas qui pouvait prendre le Ballon d'Or à Benzema, à part s'il y avait un truc. Après, le cas de Courtois, on en parlera tout à l'heure. Mais pour moi, Benzema, son Ballon d'Or est plus que mérité. C'est l'année de travail, comme tu l'as dit tout à l'heure, Fergus, il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est de dire que vraiment, cette année, il a vraiment pris l'ampleur. Il a porté pas seulement un club, il a porté le plus gros club de l'histoire d'Europe. C'est pas rien parce que la pression est démesurée au Real Madrid. On le voit avec les journalistes, etc., avec les supporters, où un match, tu peux réussir un match, t'es acclamé, le lendemain, tu rates une passe, t'es sifflé par tout le stade. Et ça, je me souviens d'un Benzema sifflé au Bernabéu, je m'en souviens très bien. Et je sais pas si vous vous rappelez de la saison, je crois que c'était 2017-2018 par exemple, où il marque 5 buts au championnat. Ça l'a tué. Tout le stade voulait clairement son départ. Tout le monde disait, mais vraiment, à la fin, même quand il gagne la Ligue des Champions, parce que, ok, il marque le premier but face à Liverpool, mais on se disait, mais Benzema n'a aucun avenir au Real. Même quitte à prolonger encore Ronaldo encore de quelques années, mais je veux que Benzema parte. Et quand tu vois qu'avec ça, il a continué à travailler et à littéralement porter ce club monstrueux sur ses épaules,
Bah pour moi, c'est un ballon d'or mérité. Alors après, si on me demande si c'est dans le plus beau du 21e siècle, je dirais probablement top 3. Parce que comme a dit Fergus, la Coupe du Monde de Ronaldo, surtout qu'on parle d'un Ronaldo qui revenait du retour des croisés quand même, et qui te sort une Coupe du Monde pareille et qui te la gagne face à l'Allemagne de Philippe. Je crois qu'il y avait Philippe non, encore à ce non, moment-là. Pas encore. Il est pensé à Oliver Kahn. Oliver Kahn, pardon. Tu dis c'est pas n'importe qui. Et Ballon d'Or 2015 que Akadi Raoul, pour lui, c'est le plus beau de Messi. Moi, je pense qu'il est plus beau que Messi. Parce qu'à la différence de Messi, c'est que même si Messi n'était pas là, tu avais un collectif qui avait collectif. C'est qu'au pire, si tu n'avais pas Messi, tu avais au moins Suarez et Neymar qui marquaient. Là, si Benzema n'était pas là, il y avait quoi? Vinicius qui marquait grosso modo. C'était compliqué quand il n'y avait pas Benzema. Et encore, avec Vinicius, il commence à marquer en première partie de saison, mais deuxième partie de saison, ça marquait un petit peu moins. Et surtout quand tu n'avais pas Benzema, Vinicius, c'était plus compliqué de trouver le chemin des filets. Donc, et Vinicius, il a dit lui-même, il est bien meilleur quand Benzema est présent sur le terrain. Lui, quand il doit jouer tout seul, vraiment pour porter l'attaque du Real, c'est plus compliqué. Donc pour moi, oui, clairement, Benzema, numéro 3. Mais si on demande par rapport à Messi, il est clairement plus beau que celui de Messi. Par rapport à son parcours, où on disait par exemple en 2017-2018, où c'est cette saison à 5 buts, où ça l'a vraiment tué, hein, pas qu'au Real en plus de ça. T'as même aussi sur les réseaux sociaux, où dans le monde, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il va apporter au Real au vu de sa saison-là? Surtout que la saison d'après, t'as Cristiano Ronaldo qui part, et t'avais beaucoup de gens qui te disaient ça sera peut-être le leader technique, on va dire, du Real Madrid, ça sera Gareth Bale qui va être lui qui va porter le Real de Madrid au vu de ce qu'il avait fait en finale. On s'est rendu compte très rapidement que ça allait pas être lui qui allait porter cette équipe-là et qui n'allait pas être la tête de gondole du Real Madrid de ce renouveau après le départ de Cristiano Ronaldo. Surtout que t'étais sur une saison où tu perds face à l'Ajax en 8e de finale, ça fait très très mal. T'as Karim Benzema qui, on va dire, essaye de relever la tête, essaye de relever l'équipe sous l'eau, et au final tu te dis que Gareth Bale n'a pas su remettre le Real Madrid à plomb. Après, Gareth Bale n'avait pas forcément la confiance pour être le leader de ce Real Madrid. Il préférait jouer au golf. Et comme après, on parle quand même d'un mec qui, après un match avec le Pays de Galles, a quand même dit, et je cite sur un drapeau, golf, Pays de Galles, Real Madrid dans cet ordre. Donc à partir de ce moment-là... Futur Tiger Woods. C'est vrai, mais on pouvait quand même se dire que ça allait être Gareth Bale qui pourrait pu être le leader technique de cette équipe au vu de ce qui se passait avec Benzema. Mais on s'est rendu compte que c'est quand même Benzema qui a pris le leadership de cette équipe pour au final devenir le capitaine de l'équipe du Real Madrid et pour au final devenir le leader qu'il est aujourd'hui, parce que c'était pas le leader qu'il est maintenant, il a vraiment évolué sur son parcours. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'a eu CR7 pour Benzema, sur son évolution, sur sa manière de jouer, sur sa manière de son comportement sur le terrain et sur son hygiène de vie? C'est du win-win, parce qu'il faut aussi dire que Benzema a fait évoluer le style de jeu de Cristiano et lui aussi fait gagner quelques ballons d'or. Pas tout seul, bien évidemment, parce que c'est un collectif, mais il a quand même été très utile dans cette conquête-là. En termes d'hygiène de vie, effectivement, quand tu as un Cristiano à côté de toi, tu travailles plus qu'à l'accoutumée, tu développes certaines aptitudes effectivement athlétiques que tu n'avais pas avant, tu fais attention à ton alimentation, à tout ce qui est travail invisible, notamment au niveau du sommeil et de l'hydratation. C'est vrai que quand tu as un joueur comme ça à côté de toi, tu t'en sers, tu l'exploites, tu deviens comme lui, tu essayes de le copier, de lui ressembler, et ça apporte ses fruits, parce qu'il faut dire la vérité. Moi, quand j'ai commencé à regarder le Benzema au Real Madrid, c'était un Benzema en surpoids, c'était un Benzema nonchalant, qui faisait pas les efforts nécessaires, et force est de constater que actuellement c'est le joueur sur le terrain qui parcourt souvent le plus de kilomètres, qui propose le plus de solutions offensives, et c'est un joueur qui est très affûté, qui est fit, et ça se voit. On le voit sur ses stories. Pas que ses stories, parce que stories, tu connais, on montre que ce qu'on veut montrer. Moi aussi, t'as eu sur les réseaux, je vais te montrer où je suis torse nu, tu vois le six-pack, et tu diras, t'as vu, je suis affûté. Non, vraiment, le travail de l'ombre qu'il a fait, il a un préparateur perso qui est connu dans le monde de la préparation, qui s'occupe de lui H24, qui le surveille, et il a aussi un physiothérapeute. Et ça, cette équipe qu'il a autour de lui aussi, ils sont aussi la conséquence de ce ballon d'or. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'était le ballon d'or du peuple. C'est aussi ça, c'est qu'il a remercié toutes les personnes qui l'ont aidé et qui l'ont entre guillemets fait passer un cap et réussi à atteindre ce niveau-là. Et surtout la consécration par rapport au Real Madrid. Mais tout à l'heure, tu posais la question par rapport à Cristiano Ronaldo, mais j'ai envie de te dire, en fait, le Ronaldo, c'était comme avec Manchester United avec Wayne Rooney. Il a forcément besoin d'un deuxième attaquant qui peut compléter avec lui, qui peut lui permettre d'être un peu ce travailleur de l'ombre pour que lui, il enchaîne les buts. Et c'était qu'avec Benzema. Et c'est ça que pour moi, Benzema a fait ce rôle-là à la perfection pendant 9 ans. Et maintenant, il s'est dit que maintenant que Ronaldo est parti, maintenant, c'est moi le buteur numéro 1, et il l'a clairement prouvé durant les 3 dernières années. Parce que, encore une fois, je dis encore, si Benzema n'est pas là pour marquer, t'as qui marque au Real? T'as personne. T'as personne, t'as surtout Rodrigo qui était souvent remplaçant, qui était le remplaçant de luxe de cette équipe, qui pouvait apporter des buts, on l'a dit
tout à l'heure, Vinicius Junior sans Benzema, ça reste un joueur de qualité, mais tu sens qu'avec Benzema, ça peut être vraiment meilleur. Faut reconnaître que tu as eu la maturité de Benzema aussi, ça vient de là. Parce que quand tu te prends la tête avec Vinicius, parce que tu dis qu'il joue contre nous et que c'est un joueur que tu détestes foncièrement et que tu arrives à faire changer son style de jeu et le mettre à ton service et que lui aussi se mette à son service, c'est une forme de maturité. Il y a très peu de joueurs qui ont réussi à retourner ce genre de situation-là. Pour moi, c'est incroyable. Force de caractère, et puis surtout, c'est que même Benzema, quand Vinicius est arrivé, il a dit clairement, je vais le prendre sur mon aile. Et c'est ça, en fait, le truc. Donc c'est pour ça que, bizarrement, comme par hasard, Vinicius fait la meilleure saison de sa vie la saison dernière. Exactement. Et bon, là, je pense qu'on a terminé sur le sujet Karim Benzema. J'avais prévu de faire Thibaut Courtois, mais je vais le faire sur la chronique qu'on va faire tout à l'heure. Raoul n'est pas là pour la faire, je vais le remplacer. On va maintenant parler de Gavi, Golden Boy. Est-ce que c'est mérité au vu de la concurrence? T'avais Camavinga qui, malgré qu'il n'était pas titulaire, avait quand même fait une grosse saison. Il a fait de grosses entrées, notamment liées avec Rodrigo. T'avais quand même peut-être la tête de gondole en ce qui concerne les pépites, Bellingham, qui vraiment est le gros talent en vue sur ces prochaines années. Toi, Fergus, qui suit beaucoup l'APL, on en avait un peu parlé. On disait que ça sera soit Liverpool, soit le Real. On verra ce qui va advenir pour Bellingham. Est-ce que c'est vraiment mérité pour Gavi, ce Golden Boy? Je sais pas, moi, franchement, quand je vois ça, je me dis qu'il est pas mauvais, hein, Gavi. Il a des qualités intrinsèques, mais quand je voyais, franchement, Bellingham, ce qu'il fait à Dortmund, en Ligue des Champions, même face à City, où ils ont perdu, le match qu'il a fait, ce qu'il a délivré, techniquement, le volume de jeu, l'élégance qu'il peut avoir, notamment par sa taille, je suis choqué de voir Gavi, Golden Boy. Vas-y, Paul, fais-toi plaisir. Je vais réagir parce que je suis un pro Bellingham. Pas de souci, mais moi, honnêtement, Gavi, Golden Boy, c'est pas mérité. Alors, les deux seuls faits marquants que moi j'ai retenus de Gavi sur la dernière saison, c'est qu'il a commencé à 16 ans, il a commencé à jouer avec le Barça à 16 ans. Et la sélection à 17. Et la sélection à 17, effectivement, et qui sait pas faire ses lacets. Voilà, honnêtement. Il a oublié encore un autre point aussi. Lequel? Piqué. Voilà. Non, les gars, là, c'est de l'extra sportif, les gars. Franchement, moi qui suis un supporter du Barça et qui suis tous les matchs du Barça, franchement, ces rentrées, elles étaient tranchantes, il se passait quelque chose. Il a un petit côté, joueur frisson, qui prend beaucoup de risques et qui, entre guillemets, ne supporte cette pression-là. Et c'est dur à son âge de pouvoir le faire. Donc, ne limitez pas ça. J'ai compris le principe. C'était pour vanner. Après, le truc, c'est que moi, quand je vois par exemple Bellingham, et après, on est tous d'accord là-dessus pour dire revue du jeu, mais il y a juste une différence. T'en as un qui surperforme à Dortmund et l'autre qui fait de bonnes entrées avec le Barça. Donc forcément, en termes de vue, il prend quand même un petit peu de poids au Barça. Oui, mais tu es plus vu du côté du Barça que du côté Dortmund, sans vouloir manquer de respect au championnat ou à l'équipe. Et Awen, il faisait pas que des entrées, souvent titularisé. Ouais. Moi, je sais que c'est Coman qui l'a sorti et qui l'a vraiment lui a donné confiance. Il est pas mal titulaire en plus, Gavi en plus. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, donc voilà. Donc beaucoup critiqué Coman, il a quand même sorti Pedri et Gavi. Hein. Souvent critiqué, mais au final, on a vu ce qu'il a pu apporter. Et Alejandro Balde aussi, c'est lui qui lui fait confiance. Et enfin voilà, c'est un autre débat. On va pas partir sur un débat barcelonais, mais je pense que Gavi aussi, il y a le fait qu'il y a eu la transmission de Pedri, qui était l'ancien Golden Boy, qui lui a transmis le trophée. Il y avait Laporta qui était là. Je pense que ça a joué aussi. C'est vrai dans qu'il a un bon exemple là, pour le coup, dans la personne de Pedri. Après, pour revenir sur ça, je pense pas qu'il mérite forcément le Golden Boy. Un podium, pourquoi pas. Mais je pense qu'effectivement un Bellingham ou un Musiala, voire même peut-être, alors ça c'est plus un avis coup de cœur, voire même un Nuno Mendes. Mendes ça venu 4ème. Ouais, 5ème. Honnêtement. 5ème, mais Bellingham 4ème. Moi c'est plus le classement de Bellingham qui me dérange. Oui, bien sûr. Comme c'est. Moi je me souviens de. Ouais, voilà. En fait, je pense que quand tu votes, je pense que c'est plus les actions marquantes. Je pense que les journalistes n'ont pas été marqués par certaines actions et certains matchs de Bellingham, et pourtant Dieu sait qu'il y a du contenu. Je pense qu'il y a ça. Et puis j'ai aussi un autre joueur coup de cœur qui a été classé un peu bas à mon goût. Simba, si t'es là, tu reconnaîtras de qui je parle. Je parle de Josko Guardiol. Il est moins en vue. La saison dernière, il a fait une bonne saison. Moi, franchement, sur côté, il n'y a rien avec Leipzig, ils n'ont rien fait. J'entends beaucoup trop parler de lui, ça disait Gvardiol. Moi, les gens parlent du défenseur du futur. Wesley Fofana, c'est 100 fois plus fort que Gvardiol. Très clairement. J'ai jamais dit le contraire. Tu vois, si tu veux vraiment parler des performances. Je pense que Gvardiol a vraiment une propagande. Fofana, lui, c'est sa blessure qu'il a douillé un peu, c'est pour ça. Mais après, Gvardiol, déjà, il est moins en vue parce qu'il a Leipzig. Surtout qu'il y a aussi une grosse propagande qui a été faite par certains supporters parisiens, dont Simbad, pour que Gvardiol rentre au Paris Saint-Germain et soit au PSG. J'aurais bien voulu qu'il vienne, comme ça il aurait tué l'équipe. Ça m'aurait fait plaisir. Continue comme ça, Simba, t'es sur la bonne voie. Leipzig, franchement, déjà qu'ils sont très très gourmands, ils veulent plus de 80 millions pour Gvardiol. Donc c'est
franchement, il faut lui laisser du temps avec Josko Gvardiol, plus la Apparemment, prolonger. Chelsea était dessus aussi. Chelsea était dessus, beaucoup de clubs étaient dessus, sauf que Leipzig s'est dit bon, on va le Je vois pas pourquoi il prolonger. est si exceptionnel en fait. Façon dont on me parle, moi j'ai vu Moi, on un m'a peu pas les beaucoup matchs parlé de des Tu sais joueurs. quoi, il est grand, il est athlétique, Il est il est fort sur gaucher, FM. il a une bonne qualité technique, bonne relance. C'est vrai que Je pense que tu as les vu dans gauchers, Il est l'esprit de... polyvalent parce que de base, à il joue à latéral. Zagreb, il joue à Zagreb, ouais, il Il joue à joue latéral. piston gauche, effectivement. Maintenant, il Tout à joue fait. au latéral, axial gauche, gauche, pardon. Donc, Et surtout qu'il est fort ça à aurait, FM pu être, aussi. ça aurait pu être une bonne pioche, mais effectivement, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Il faut le laisser se développer. Il a que 20 ans encore. Donc, mais voilà, après, ça, c'était mon avis à moi. Mais bon, mon vrai avis coup de cœur, c'est je pense Nuno Mendes, pour le coup, aurait mérité d'être peut-être au moins une place plus haut. Quoi. Une place plus haut pour Nuno Mendes. C'est compliqué à dire. C'est vrai qu'il fait une top saison. En plus, il venait d'arriver au Paris Saint-Germain. C'est dur de supporter cette pression-là. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que le Paris Saint-Germain se fasse sortir en 8e et que du coup, on le voit pas trop performer en Ligue des Champions. La Ligue 1, elle est pas très regardée, je pense, dans d'autres pays. Donc, ça a joué dans le. Je pense qu'un joueur de Ligue 1, pour avoir un Golden Boy, il faut vraiment qu'il surperforme en Ligue Et des Champions. surtout, vous avez oublié un détail, c'est qu'il est défenseur. Latéral C'est que gauche. forcément, latéral, s'il avait joué un peu plus offensif, peut-être qu'il aurait eu un classement un peu plus élevé, même s'il Paris Saint-Germain ou pas. Mais le problème, c'est que là, quand tu joues à un poste comme ça, ça Ouais, m'étonnerait tu regardes le classement, il n'y a Et pas par de rapport à neuf. ça, Ouais, comme voilà. on parlait de Gavi qui est souvent titulaire, très titulaire cette saison aussi. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un Kamavinga qui a été champion d'Europe, qui a fait de très très belles entrées en Ligue des Champions notamment. Est-ce qu'il aurait pu mériter un Golden Boy ou c'est vraiment trop tôt et surtout le temps de jeu l'a tué? C'est vrai que je viens de dire, il a plus fait de bonnes entrées. Mais alors qu'en fait, il faudrait quand même juger sur le fait qu'il soit souvent titulaire et ça n'a pas été le cas. Après, en même temps, comment tu vas être titulaire avec un milieu Kroos, Modric et Casemiro? Donc forcément, c'est un peu compliqué, mais après, le problème de Kamavinga, c'est qu'en fait, c'est plus les entrées qui ont été en sa faveur. Mais après, il n'a pas vraiment performé sur la durée, comme on le dit. En début de saison, il était à la cave, Kamavinga. Pour ceux qui se souviennent, même Ancelotti, il a dit on va le laisser se développer, il aura le temps d'avoir du temps de jeu. Mais les débuts de saison, je suis même pas sûr qu'il. Je crois qu'il a une titularisation en Non, coupe parce sur qu'en le plus, premier match. beaucoup de temps avant de jouer. En plus, je crois, les quelques fois où il était titulaire, c'était pas grandiose. C'était vraiment sur ses entrées qu'il était très bon. C'est Mais dur, quand qui était il- raide, aller au Real, le rythme, c'est important. Leonardo a ouais. du sang sur les mains, c'est ce qu'il faut dire. Cet homme a du sang sur les mains. T'as Marco, notre ami, qui disait Schneider 2010 meilleur ballon d'or. Bon, bah, il l'a pas eu déjà. Il l'a pas eu, c'est un Non, Interi. Calvas, cette année-là, elle est particulière. On en a parlé récemment dans une émission. Et c'est compliqué. Puis il y avait tellement de personnes qui auraient pu l'avoir. Un Iniesta, elle aurait pu l'avoir. Xavi, non? Un Xavi aurait pu l'avoir. Et au je final, pense que pour finir sur ce cas-là, c'est que autant tu as dit qu'en 2010, il n'y avait quand même pas de personnes qui pouvaient l'avoir. Mais en 2022, à part vraiment Benzema, tu n'avais pas forcément d'autres personnes. Donc c'est peut-être La pour ça preuve, c'est qu'il y a eu combien de journalistes qui ont voté? Et 89 sur 93. Voilà. et après ça, je crois que cette semaine, il y a eu, je crois, Golden Boy, un truc comme ça, il me semble, que c'est Benzema qui l'a remporté. Et regardez le nombre d'écarts de vote entre lui et Sadio Mané. Il y avait au moins presque 340 points d'écart. Ça sent que le Ballon d'Or, c'est un des votes, on va dire, les plus démocratiques, parce que c'est un journaliste par pays, donc là, il ne peut pas y avoir de débat ou de nonchalance sur ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et maintenant, on va passer, avant de passer à Mbappé, parce que je sais que c'est un sujet qui clive notamment sur son classement, j'ai envie de passer sur le top 10, et sur, pas forcément Courtois, parce qu'on le verra juste après. On a le classement, et j'aimerais qu'on réagisse par rapport à Kevin De Bruyne, 3e au classement. Est-ce que c'est vraiment mérité? Parce que là, franchement, il y a des choses à dire. Franchement, non. Je vais être honnête, non, parce que la première partie de saison avec Manchester City, il était constamment blessé. Ça, il faut pas l'oublier. La deuxième partie de saison, ok, il a été un peu bon et tout, mais à part peut-être la demi-finale aller contre le Real, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des matchs flamboyants de Kevin De Bruyne en deuxième partie de saison. Donc, pour moi, qu'il soit dans le top 5, pourquoi pas, mais top 3, c'est un peu abusé. Oui. Bah, là, je vois le classement, j'ai le classement sous les yeux. Mettre Kevin De Bruyne devant des mecs comme Salah, Mbappé, Courtois, voire même Vinicius, non, les gars. Je veux bien un top 10, à la limite, pourquoi pas. Mais top 3, non. Non, il n'a pas sa place ici. Et par rapport à Vinicius Junior qui a fait une excellente saison avec le Real Madrid, on va dire plus de 40 GA, est-ce que c'est scandaleux de le voir 8e au classement au vu de cette saison? Vinicius, on peut dire clairement oui, parce que c'était le deuxième élément le plus offensif du Real Madrid et qui a marqué quand même pas mal de buts. Enfin, surtout si Benzema est à côté de lui. Mais pour moi, Vinicius méritait plus d'être plus que 8e. Je vois pas en fait où est-ce qu'il peut, comment Kevin De Bruyne peut lui passer. Après, tu le mets devant qui? Parce qu'il y a quand même des gros noms devant lui. À part Kevin De Bruyne, t'as Lewandowski qui a fait une saison record en termes de buts. Mohamed Salah, meilleur joueur de PL avec le titre meilleur buteur, meilleur passeur. Mbappé, je crois que ça a été le joueur le plus décisif. 75 goals and assists. Voilà.
Voilà, et Tout ça pour finir 6e. Voilà, et Courtois qui a fait la saison de sa vie, dont une finale de Ligue des Champions, mais monstrueuse, qui est peut-être l'une des meilleures en termes individuels. Champion d'Europe. Voilà, c'est ça. Donc finalement, tu le mets devant qui? Moi, en fait, c'est ça, déjà, c'est ça la question. Que Lewandowski n'a rien à faire en tant que 4e, sachant que tu t'es fait éliminer par Villarreal, t'as rien à faire là. Vinicius Junior, je l'aurais mis top 3 à la place d'un Kevin De Bruyne. Et est-ce que Sadio Mané s'est mérité sa 2e place, Fergus? Moi, ça me choque pas et je suis content pour lui et j'estime que avec la saison qu'il fait, avec les efforts qu'il fait et encore plus avec les conséquences de son départ à Liverpool et son impact dans le jeu, faut reconnaître que Mané doit être sur un podium. S'il n'est pas sur le podium cette année, il le sera jamais et ça sert à rien de discuter, de parler parce que on va pas, j'ai pas envie de développer sur le football africain, mais j'ai un avis assez tranché. Mais voilà, ça me fait plaisir de le voir à 2e place et c'est 100 fois mérité par rapport à tout l'investissement qu'il a eu cette saison, que ce soit avec le Sénégal ou avec Liverpool. Et pour finir sur Vinicius, si vous mettez Vinicius sur le podium, va falloir se poser des questions parce que si Mbappé n'est pas sur le podium avec sa saison statistique, et c'est quand même le premier critère qui est pris en compte au niveau de l'élection du Ballon d'Or, c'est les performances individuelles et statistiques, et ensuite c'est le palmarès. Donc si vous me dites que Vinicius est devant Mbappé sur une saison comme celle-ci, malgré le fait qu'il ait gagné la Ligue des Champions, il y a un gros problème au niveau des critères. En fait, il va falloir changer ça rapidement. C'est qu'en fait, tu as beaucoup de personnes dans le top 10 qui pouvaient finir 3e justement. Tu as Vinicius aussi qui pouvait finir, tu as Mbappé, et après, bon, forcément, le cas qui, pour moi, m'a fait vraiment hérisser, le cas Thibaut Courtois, qui, franchement, sa 7e place, elle est pour moi impossible à comprendre en fait. Pour moi, il a allié les deux. C'est la stat individuelle, avec cette saison extraordinaire où il a réussi à vraiment à maintenir le Real à flot, notamment avec un Benzema stratosphérique, et aussi la récompense finale, la Ligue des Champions et la Liga. Mais bon, au final, on a vu qu'encore une fois, les gardiens ne sont pas très reconnaissants. Heureusement qu'il y a le trophée, il y a Jachvin, hein. Heureusement qu'il y a ce trophée-là, parce que franchement, comme avait dit Courtois, et pourtant je ne suis pas le plus grand des supporters de Courtois, mais il faudrait quoi en fait pour qu'un gardien soit au moins dans le top 3 du Ballon d'Or? Mais Erwin, j'ai une question. Je me permets, parce qu'on est en train de parler des gardiens de but. Il était combien Donnarumma l'année dernière? Au classement. T'es pas 6e? 6e, je pense, comme ça. Donc, Donnarumma, meilleur joueur de l'Euro, qui a gagné l'Euro, qui gagne le championnat avec le Milan AC. Grosse saison en plus. On fait comment? Il gagne pas le championnat, il est 2e. Il est 2e, mais il est ultra performant. Et voilà. L'Euro, franchement, c'est. Mais tu vois, même avec ça. l'Euro. Mais regarde, même avec ça, non, mais c'est pour te prouver que, en fait, Courtois, c'est normal qu'il soit à cette place-là. Parce qu'en fait, tu demandes à tous les journalistes de tous les pays, je pense que oui, ils ont été choqués par Courtois cette année par rapport à la finale, mais il n'y a pas que ça. Ils vont regarder le nombre de buts marqués, et c'est le premier critère. C'est les performances individuelles, les statistiques. Oui, il a fait des arrêts. Oui, il était performant en finale. Oui, il a fait gagner son équipe. Mais tu demandes à quelqu'un quel est le joueur le plus décisif au Real entre Benzema et Courtois, ce sera Benzema qui va l'emporter. Ouais. On va te poser une question. Est-ce que Modric, il est plus décisif que Courtois? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire Modric par rapport à Courtois. C'est comme ça, c'est le football, il est fait comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on verra jamais, je pense, un gardien top 3, sauf si, par exemple, pendant les Coupes du Monde, tu vois, par exemple, une Allemagne dominer, gagner la compétition, et tu vois un Bayern gagner avec des champions, et Neuer ultra décisif. Là, je pense qu'on pourrait avoir un Neuer Ballon d'Or. Je vois pas d'autres joueurs capables de l'avoir. Neuer en 2014, c'était quand même quelque chose. Ouais. C'était pas un gardien, c'était Terminator. C'est le meilleur gardien pour moi. Après, c'est un avis perso, encore une fois, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Parce que j'ai vu très mieux. Voilà. Oh, d'accord, ouais. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière sous-partie. Mbappé 6e. Donc, on a vu que voilà, maintenant, le Ballon d'Or, ça va être les statistiques individuelles et les performances individuelles qui vont te mettre mise le plus en avant. Une 6e place, est-ce que vous comprenez ce classement pour le Français? Non. Non, moi, en toute honnêteté, je le voyais 4e, moi. Je le voyais vraiment, en tout cas, top 5 sûr et certain. Parce qu'il a quand même porté le Paris Saint-Germain et que tu peux pas lui en vouloir pour l'élimination contre le Real, parce qu'il est au-dessus. Mais j'avoue que quand j'ai vu son classement, j'ai dit, il y a un truc qui cloche. Moi, je savais qu'il allait finir à ce classement-là. C'était sûr. 6e. Pour moi, il allait parce qu'ils sont fait éliminer en 8e et que du coup, au final. En fait, je me demande vraiment qu'est-ce qui prime pour le Ballon d'Or, en fait. Parce qu'on nous sort que c'est les statistiques individuelles, les performances du joueur. Mais quand moi, je voyais le Ballon d'Or, je me suis dit, Mbappé, c'est sûr qu'il ferait même pas top 5. Hein. Sûr et certain. Mais après, t'as envie d'oublier un truc, c'est que le système du Ballon d'Or, il change quasiment chaque année. À chaque fois, on te dit soit c'est le palmarès, après on te dit c'est les statistiques, après on revient sur le palmarès, donc à la fin, on sait même pas c'est quoi. Mais comme a dit Fergus, pour moi, 6e au Ballon d'Or, je comprends pas. Au pire des cas, 5e, pourquoi pas, mais là, en dessous de la 5e place, faut pas abuser. On parle comme du joueur qui, sur l'ensemble, en tout enchaîne, comme il a dit tout à l'heure, le joueur le plus performant en assist et goal. Il enchaîne les deux, c'est le plus décisif.
Meilleur buteur et meilleur Peut-être passeur. parce que c'était de la Ligue 1. Oui. Parce qu'ils disent que forcément, le fait que ça performe en Ligue 1, C'est possible, c'est possible. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure par rapport à Nuno Mendes quand on parlait du Golden Boy. C'est la même chose. Je pense que la Ligue 1 elle est tellement dévalorisée auprès des journalistes du monde entier qu'ils se disent ouais, c'est une compétition vite fait. On fait ça en Espagne ou en Et c'est pour ça que Nkunku aussi, Nkunku, je pense qu'on en parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est aussi bas dans le classement. Peut-être Parce pareil qu'en pour fait, la Lewandowski Bundesliga, elle aussi. n'est pas ultra regardée non plus. Pareil pour Lewandowski, si ces clubs-là ne remportent pas la Ligue des Champions, Ouais, c'est mais terminé. sauf que là, la différence, c'est que Lewandowski était encore au Bayern. Oui. Donc le Bayern, c'est quand même un club qui est clairement regardé, même si le championnat, bon, on peut critiquer la Bundesliga comme on veut, mais Dortmund et Bayern sont comme des équipes fortement regardées. Donc forcément, les journalistes, ceux qui votent, vont avoir plus un effet de dire ah bah tiens, on a vu Lewandowski, ok, il a débattu le record, je crois, de Gerd Müller, si je me trompe pas, Müller, ouais, en termes de exactement. buts sur une saison. Sur une saison. Donc c'est un peu Mais normal. après, la Liga traîne encore, comme l'a dit Fergus, cette réputation de Farmer League. Elle traîne beaucoup cette réputation. Et Paris, bon, en plus là, même si Mbappé fait une saison extraordinaire, t'as ce qui se passe encore une fois avec le Paris. T'as encore une fois cette saison extraordinaire, mais t'as encore une fois le Paris Saint-Germain qui, en Europe... Un appel ? On a un appel ? Oula. J'ai pas de casque. Est-ce que quelqu'un est présent ? Est-ce que celui qui a appelé pourrait décliner son prénom ? Vas-y. Moi, c'est Yamine, je sais pas si tu me connais. Ah les gars, ah t'as vu, ça commence à faire les enfants. Ah ouais, c'était comme ça Yamine. Hein. Deuxième participation de suite pour Yamine. Comment ça va, Yams ? Depuis que j'ai découvert le numéro, je viens soutenir l'émission à la base. On va soutenir les frérots. On te soutient. Merci. Et je vais aussi dire à chacun que j'ai entendu ce qu'il a dit sur moi dans Big Five en début d'émission. Excellent, excellent. Et que je vais devoir par conséquent baisser son salaire. Pas de soucis, t'inquiète. Non, plus sérieusement, je vais parler du sujet sur le Ballon d'Or. Le classement d'Mbappé et même le classement de Courtois de manière générale et tout simplement le classement, comment est-ce qu'il est fait. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu d'insignifiance en dessous du top 5. Déjà, c'est mal fait. On nomine 30 joueurs, on demande aux journalistes d'en voter pour 5. Donc, entre le copinage, entre les journalistes qui mettent des noms par nationalisme, entre les journalistes qui n'ont pas vu les rencontres et qui n'ont pas vu tous les joueurs, ils vont faire un top 5 un petit peu à leur sauce. Si on faisait un top 30, ça pourrait faire paraître plus long et peut-être infaisable, mais si tu as décidé de nommer 30 joueurs, tu dois en voter pour 30 pour avoir de la cohérence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs, plutôt des journalistes qui sont le cul entre deux chaises, en train de se dire, est-ce que je mets mon poteau dans le top 5 ou est-ce que je reste cohérent et je fais vraiment selon ce que j'ai vu et qui est vraiment le meilleur. Aujourd'hui, quand on voit Yamine, ça veut dire que tu Ouais. fais voter genre de la première à la 30e place sur les 30 joueurs qui ont été sélectionnés dans une liste. Donc en fait, par exemple, tu mets 30 points pour le premier, 29 points pour le deuxième, etc. Et ainsi de suite. Et après, tu fais le calcul. Toi, tu penses que c'est la meilleure façon de voter pour le Ballon d'Or? Moi, je pense qu'il faudrait en nommer que 10. Ce serait beaucoup plus cohérent. Vraiment l'élite de l'élite, les 10 meilleurs joueurs au monde et en faire un top 10. Après, ça va pas changer demain puisqu'on sait que il y a un petit côté divertissement, un petit côté l'attente, est-ce que mon joueur préféré va être nommé, ouais, trop cool lui, il en fait récompenser patati patata. On voit avec des Léo, des Darwin Nunez, des Mike Maignan qui ont été nommés et c'est honorifique, mais ça biaise tout. Et c'est ça le problème, c'est que ça biaise tout. Aujourd'hui, on te propose un large panel de joueurs que tu peux mettre dans ton top 5 et il y en a qui n'ont rien à faire dans le top 5 qui vont quand même y apparaître. Je pense notamment à Son Heung-min et Riyad Mahrez. Laissez mon gars tranquille. C'est vraiment, il y a vraiment finir. du trash sur Son. Hein, c'est horrible. Vas-y. Non, mais désolé. C'est-à-dire que si Son a fini 11e et Mahrez 12e, c'est parce qu'un journaliste a décidé de lui attribuer des points. Si au début du classement, il y en a plein qui sont 26e, c'est parce que des journalistes n'ont donné aucun poids à Nunez, à Maignan, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un c'est pas journaliste par nationalisme, Yams, pardon, parce que en Corée, il a été à la 4e place, Son, et en Algérie, Mahrez est même pas dans le top 5. Donc en fait, moi, je te dis pourquoi ça biaise tout. C'est parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un journaliste mette un joueur dans son top 5, il suffit juste qu'on lui donne un petit peu de points par rapport à ceux qui ont eu aucun point, comme Darwin Nunez, etc. Il va être propulsé au classement. C'est comme si maintenant, il y en a plein qui sont à 0, 0, 0, 0, et il y en a un, tu lui donnes 4 points, hop, il va décoller tout en haut. Tu vois de quoi je parle? Oui, bien sûr, je vois tout à fait. Et c'est ça qui rend en fait, c'est ça, là où je veux en venir à la toute base, l'insignifiance du classement. C'est parce que on se retrouve à devoir nommer plein de joueurs. Il y en a qui donnent des points
à des joueurs qui ne devaient pas en avoir, et il y en a qui donnent pas de points à des joueurs qui devaient en avoir. Donc en fait, on se retrouve avec tout un charabia. Et pour moi, la seule chose qui valent dans le Ballon d'Or, qui a vraiment un sens, et encore, à revoir ce que je dis, c'est le top 3. Parce qu'en général, certes, les journalistes vont peut-être mettre 5e, 4e leur poteau ou le gars de leur pays, mais la finalité, c'est qu'ils vont quand même faire un top 3 cohérent avec Benzema, avec Courtois, avec un autre. Voilà. C'est pour ça que dans le haut du classement, on peut trouver de la justesse et de la cohérence, mais en dessous, ça va vraiment être un charabia monumental avec des journalistes qui ont décidé de donner des points. Du coup, ça a propulsé lui. Donc Mbappé, je pense qu'il est un petit peu victime de ça. Mbappé est aussi victime qu'il y a trop de joueurs à nommer et que les journalistes ne regardent pas forcément toutes les rencontres. Il est aussi un petit peu victime du fait de tout ce système qui le dessert. Mais est-ce que pour autant c'est vraiment le 6e meilleur joueur au monde ? Non, c'est un classement qu'il faut interpréter et qu'il faut aussi comprendre dans sa manière de faire et dans la manière dont il est fait. Et c'est pour ça que moi je m'indigne pas devant la 6e place d'Mbappé, qui est expliqué par plein de choses et on sait pourquoi il a été 6e et pas une autre place, quoi. C'est dommage pour lui. Faut pas que tu oublies un truc. Pour lui, mais c'est comme ça. Faut pas que tu oublies un truc, c'est l'aspect contractuel. Parce qu'il y a des mecs qui négocient des bonus sur des contrats, sur des classements au Ballon d'Or. Donc en fait, si tu penses qu'il y a que le top 5 qui compte ou le top 3, c'est un peu biaisé ce genre de clause. Moi, j'ai pas dit qu'il y a que le top 5 qui compte. Non, je sais, mais par exemple, j'ai dit que c'est le top 5 qui est le plus cohérent, qui est le plus juste. Qui est le plus juste par rapport à qui ? Par rapport à toi, là c'est un avis perso, mais par rapport aux joueurs, t'as vu, ça te fait plaisir. Moi je pense que Riyad Mahrez, quand il a vu son classement, il a vu je suis 12e, il s'est dit ah bien, ça veut dire qu'à City peut-être qu'il avait négocié un truc dans son contrat où si je finis top 20 Ballon d'Or, je vais avoir une prime supplémentaire. Donc ça joue aussi dans cet esprit là. Moi je me souviens d'Anthony Martial, que quand il quitte Monaco pour signer à Manchester United, il y avait une clause. Exactement. Du coup on fait comment ? Est-ce que tu vois, moi je suis Monaco, je me dis ah ouais, j'aurais pu recevoir 10 millions s'il avait été classé à ce niveau là. Donc ça joue aussi et ça à prendre en compte comme ça c'est pour les joueurs. Là, tu me parles les clubs aussi. Non mais les clubs aussi, parce que c'est les clubs qui sont bénéficiaires. Ouais, le club, moi je te parle vraiment du public qui regarde cette cérémonie avec plaisir dans l'attente de voir le classement de leurs joueurs préférés, des joueurs en club où on s'en fout, ou des joueurs qui méritent d'être récompensés. Je parle de ce public qui en attend. Le public, il en a rien à faire des contrats derrière tout ça. Lui, il veut juste un classement cohérent. Okay. Il veut que les meilleurs joueurs au monde soient récompensés à leur juste valeur. Et que le premier soit le premier. T'as raison. De manière. Est-ce que le premier fait débat, oui ou non ? Donc on regarde que le premier, on regarde plus le podium, on regarde plus le top 5. Le premier fait débat, oui ou non ? Est-ce que c'est un débat possible sur Benzema ? Non, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat, donc c'est bon. Donc ça veut dire qu'ils ont bien voté les journalistes. Donc c'est cohérent. Ouais, après c'était tellement easy, simple de voter pour Karim. C'est l'évidence. Il n'y avait pas 100 millions de choix. Mais par contre, à des moments où parfois il faut faire un choix, comme je pense notamment entre Messi et Lewandowski, et qu'à côté tu as des journalistes qui s'amusent à mettre des Trent Alexander-Arnold dans leur top 5 ou dans leur top, et qui donnent du coup, qui enlèvent des potentiels points à un tel ou tel joueur, et qui par conséquent privent de Ballon d'Or à un tel ou tel joueur, là c'est problématique. Par contre, dans une saison 2021-2022 où il y a un Benzema qui a fait l'unanimité, c'est pas trop problématique. Par contre, vraiment là où ça devient problématique, c'est qu'il faut vraiment donner tous les points, et tous les points comptent pour départager deux joueurs. Et dans ces situations-là, moi j'ai déjà vu des journalistes qui ont complètement biaisé le classement en mettant des joueurs qui avaient rien à faire dans le top 5, ils les ont mis quand même. C'est vrai. Tu vois bien qu'il y a un problème. Finalement dans ce système. Je comprends. Ok, je pense qu'on a entendu ton avis, on a entendu ce que tu pensais. Yamine, n'hésite pas à rappeler tout à l'heure, on va parler de l'AC Milan et on va parler de votre magnifique gestion sportive. Donc on parlera tout à l'heure de l'AC. Vas-y. Ça marche, je rappelle tout à l'heure. Ok, on dit à tout à l'heure, Yamine. La guerre. On dit à tout à l'heure, Yams, et on attendra avec impatience le duel Fergu-Yams pour l'AC Milan et leur gestion sportive. Et par rapport à ça, maintenant, on va pouvoir passer au deuxième sujet.